Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de l'éthique liée à toutes ces nouvelles technologies. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Magnin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, vous êtes théologien et vous travaillez aussi une question quand même qui est un peu à la mode peut-être aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Alors peut-être en commençant de nous dire, c'est quoi exactement le transhumanisme ? Alors c'est un ensemble de courants culturels, on pourrait dire, qui prônent l'utilisation de ces technologies dont on parle beaucoup, les nano-biotechnologies, les neurotechnologies, pour améliorer l'humain dans ses fonctionnalités et pour aller vers un homme augmenté justement par ces technologies dont les capacités sont augmentées par les technologies aujourd'hui, et pas simplement utiliser les technologies pour réparer en fonction de maladies, mais aussi pour augmenter les capacités de l'humain en pleine santé, si je puis dire. C'est quoi ? C'est l'être humain qui se veut immortel ? Alors, dans les visées extrêmes, les courants transhumanistes sont très différents. Et vous avez un courant un peu extrême qu'on appelle l'université de la singularité, où là on va prôner jusqu'à l'immortalité. L'idée c'est qu'un jour l'intelligence artificielle supplantera l'intelligence humaine et que grâce à l'intelligence artificielle, l'humain va sortir, et c'est ça le passage de la singularité, va sortir de ses déterminismes biologiques. Ça, c'est comme si le futur n'était plus dépendant du passé et comme si les déterminismes biologiques liés à l'évolution étaient des handicaps qu'il faut dépasser, et c'est ça la fameuse singularité. Bon, ça, c'est prôné par des gens comme Ray Kurzweil, par exemple, qui a été embauché par Google il n'y a pas si longtemps, donc il travaille chez Google. C'est un peu les visions extrémistes et qui nous promettent un passage de toutes les limites, et la dernière limite à franchir, c'est la mort. Alors évidemment, on considère ça comme un vrai fantasme, mais ça, c'est les positions extrêmes. Vous avez des courants transhumanistes comme Humanity Plus, par exemple, qui eux ne vont pas jusqu'à cette promesse d'immortalité, mais qui disent c'est un devoir moral d'utiliser aujourd'hui ces technosciences pour augmenter l'humain. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous êtes en non-assistance à personne en danger, parce que pour eux, l'évolution de l'humain, l'homo sapiens n'est pas le dernier mot de l'évolution. Et vous entendez des phrases du style « Nous sommes fatigués de nos limites, de notre condition humaine limitée, de nos déterminismes biologiques. La nature nous a construits entre hasard et nécessité, comme dit Jacques Monod par exemple dans ses livres, et la nature a bricolé pour arriver jusqu'à nous. Maintenant qu'on a des moyens technologiques, on va pouvoir designer, faire beaucoup mieux que la nature, aller vers des buts bien précis, et l'un des buts précis, c'est la figure du cyborg, de la fusion homme-machine. Alors on n'en est pas là aujourd'hui, on est plutôt à l'hybridation entre la machine et l'humain. Il y en a même qui pensent à des interfaces cerveau-machine aujourd'hui, cerveau humain-machine et machine apprenante avec l'intelligence artificielle et les ordinateurs. Voilà, c'est cette idée que la machine va progressivement permettre à l'humain de se détacher de ses déterminismes biologiques et du coup de construire un futur qui n'est plus dépendant de son passé biologique et qui peut aller en effet pour certains jusqu'à la promesse d'immortalité. Alors là on est vraiment dans les fantasmes, on est dans les promesses, bien sûr, il faut être extrêmement prudent, mais il y a une mentalité, et c'est ça qui est important si vous voulez. Le transhumanisme c'est une chose, et on peut fustiger les courants extrêmes notamment. Les courants comme Humanity Plus, je le redis, ne sont pas des courants extrêmes comme ça, et ils prônent même un besoin d'éthique dans ce développement, mais c'est quand même une vision, et l'idéal de l'humain, c'est un cyborg, comme j'appelle un cyborg invulnérable, un cyborg inoxydable, si vous voulez, avec une toute-puissance technologique à la clé qui donne le vertige bien souvent. Mais ce qui veut dire, c'est que quelque part, c'est une négation de l'être humain. La fragilité est constitutive de ce que nous sommes, et ce qui justement permet l'empathie dont vous avez parlé dans une émission précédente. Est-ce qu'il n'y a pas là un fantasme d'aller vers la création de quelque chose qui n'est plus justement humain? Alors voilà une question très importante, et beaucoup de philosophes ont déjà dit que ce cyborg invulnérable était un humain appauvri et non pas un surhomme.
En effet, d'autant que, et on peut y être particulièrement sensible, et j'en ai déjà donné des éléments dans les explications des émissions précédentes, d'autant qu'aujourd'hui le biologiste s'aperçoit avec ce qu'on appelle l'épigénétique et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire l'effet des environnements biologiques et psychiques, que l'humain, l'humain et tout vivant d'ailleurs, ce qui le fait évoluer, c'est qu'il est dans une dynamique d'interaction entre vulnérabilité et robustesse. Alors, je vais peut-être m'expliquer, parce qu'on fait des différences entre vulnérabilité et fragilisation, et fragilité. Un humain, mais aussi tout vivant, pour qu'il ait une capacité d'adaptation, qui s'adapte, il se laisse transformer de l'intérieur par l'environnement. C'est ce que j'ai appelé l'épigénétique, par exemple, quand on voit dans un fœtus l'influence du psychisme de la maman et de l'environnement biologique et psychique sur l'expression des gènes. Jusque dans l'expression des gènes, l'environnement joue. Et ça, c'est une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il se laisse pénétrer de l'intérieur par une influence externe. Et c'est ça qui va lui permettre de s'adapter. Alors il garde une robustesse, il faut que le vivant garde une robustesse. On sait bien que nous, bien sûr, on vieillit, mais en principe, on nous reconnaît, il y a une forme d'invariance. Et en même temps, nous évoluons. Donc c'est une dynamique entre vulnérabilité et robustesse, indépendamment de toute fragilisation par une maladie. Évidemment, s'il y a une maladie qui nous fragilise, c'est pour ça que je fais la différence entre cette forme de vulnérabilité d'un vivant en très bonne santé. Un vivant, pour qu'il soit en très bonne santé, il faut qu'il soit vulnérable. Et s'il est fragilisé par une maladie, évidemment, sa vulnérabilité est encore plus grande. Bon. Et entre vulnérabilité et robustesse, il faut une belle dynamique. Donc, ça, c'est ce que les biologistes nous montrent aujourd'hui. Et en effet, on peut le mettre en regard de ce qu'un certain nombre de transhumanistes ont comme idéal, d'un cyborg justement invulnérable, qui n'est plus un vivant. Donc c'est intéressant, c'est pas simplement pour des raisons philosophiques, qui bien sûr sont très importantes, ou des raisons théologiques qui sont très importantes, mais même pour des raisons de vérité biologique, si je puis dire, parler d'un cyborg invulnérable, c'est à l'opposé de justement cette vulnérabilité que tout vivant a pour évoluer. En éthique, c'est très important les conséquences de ce type, parce que du coup, l'humain vulnérable, pierre d'angle de l'éthique, voilà quelque chose qui nous est très cher à beaucoup, chez les chrétiens, mais chez bien d'autres. Prendre soin du plus vulnérable, mais là, le plus vulnérable, c'est tout vivant qui a une forme de vulnérabilité. Prendre soin du vivant, prendre soin de l'humain, prendre soin de la vulnérabilité, on est dans une vision très différente du cyborg invulnérable. Ce qui voudrait dire que si on va dans cette logique-là, à un moment donné, on peut aller à éliminer tout être qui n'aurait pas ces compétences là. Et bien sûr, la vie vaut le coup d'être vécue si nos fonctionnalités, d'une part, marchent bien, et en plus, si elles sont augmentées. Et ceux qui n'ont pas accepté d'avoir des fonctionnalités augmentées en utilisant les technosciences deviendront des sous-hommes, voyez. Et en effet, les conséquences sont énormes. Et ne parlons pas des personnes porteuses d'un handicap, puisqu'avec ces technologies-là, certains se disent il n'y aura plus jamais d'handicap. Alors vous voyez, bien sûr, on comprend que... C'est de l'eugénisme. Ouais, c'est l'eugénisme. C'est la tentation eugénique, et c'est ce que souligne par exemple Jürgen Habermas et beaucoup d'autres philosophes qui étudient de près cette évolution technologique. Jürgen Habermas, il parle du pouvoir d'être soi. Jusqu'où les technologies vont favoriser le pouvoir d'être soi, comme je l'ai dit, évidemment, réparer ce qui a besoin d'être réparé, et même augmenter des capacités pour devenir davantage soi-même. Mais devenir un cyborg invulnérable, ce n'est pas devenir davantage soi-même. Et là, il y a une interaction entre ces pensées-là et les philosophies et les anthropologies que nos traditions chrétiennes et venant aussi d'autres sources philosophiques sont convoquées pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et ces fantasmes parfois du transhumanisme extrêmement dangereux et vertigineux, il faut qu'on puisse les confronter à ces visions de l'accomplissement de l'humain. L'humain qui s'accomplit, c'est pas le cyborg. Merci, professeur Magnan. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Je vous dis à très bientôt.